Salut les terriens, soyez les bienvenus pour ce tour d'inspection des chantiers de la Starbase à Boca Chica, lieu qu'a choisi SpaceX pour le développement de son programme Starship. Je vous aurais bien fait un petit topo du programme, mais comme je ne voudrais pas que mon introduction soit trop longue, et oui, je ne voudrais pas me retrouver bâillonné et ligoté à une branche comme le barde dans Astérix, je préfère passer tout de suite au tour d'inspection. Oui, je lis vos commentaires et je tiens également à l'avis, aussi je préfère suivre vos conseils en prenant bonne note de vos remarques. Allez zou, on décolle pour le Texas. Alors non, ce n'est pas une véritable photo, mais bien une illustration produite par Ryan Hansen Space, que je ne vous présente plus, et avec qui nous allons d'ailleurs commencer ces news légères. Bon, ne soyez pas déçus, de toute façon, le S-29 ne va pas tarder à rejoindre le pas de tir avec son premier étage, le B-11 pour le 4e vol, on en reparle dans quelques instants. Donc pour patienter, nous nous contenterons de cette vue hyper réaliste. Au passage, en partageant son travail, Ryan Hansen Space nous explique que c'est lors d'une mise à jour de ses modèles 3D consacrés au projet Starship qu'il en a profité pour faire une sorte d'ingénierie inverse des nombreux systèmes hydrauliques des bras de la tour, afin d'être en mesure lui-même de les modéliser aussi précisément que possible. Et au final, cela lui est apparu plus simple à appréhender qu'il ne l'aurait pensé au départ, un effort qui paye, puisque c'est justement par la compréhension qu'il en a que ces modélisations contribuent à la bonne vulgarisation des enjeux techniques de ce programme développé par SpaceX. D'ailleurs, on le retrouve avec ses animations 3D fort à propos, un peu plus tard dans cette vidéo. L'univers de la Starbase est un lieu singulier où l'activité industrielle et technique peut paraître parfois erratique en fonction des changements de stratégie ou de logistique de l'entreprise. Et pourtant, les travaux sur place et les efforts des ouvriers sur les différents chantiers sont régulièrement sublimés par les photos de Starbase Surfer, un photographe présent au Texas depuis quasiment les tout débuts du développement du programme Starship, un photographe qui a su et qui sait encore régulièrement saisir les temps forts de ce programme pharaonique. Bon, je suppose que vous voyez où je veux en venir, et bien évidemment, je fais cette transition qui va nous permettre d'aller jusqu'au site de lancement, avec là-bas la destruction progressive du parc à réservoirs verticaux de la ferme Airgol. Allez, on y va, et si vous voulez bien me suivre, c'est par ici. Petit arrêt quand même avant d'aller sur le pas de tir, je note que vous avez été nombreux à nous demander quand est-ce qu'aurait lieu le prochain vol. Il faut dire que c'est un exercice délicat, et on ne peut faire que des prévisions, comme à chaque fois, plus ou moins justes. Pour le 4e vol, annoncé dans la première quinzaine de mai par Elon Musk, bon, vous l'avez compris, c'est toujours très optimiste, mais ça ne sera sans doute pas le cas, même si à chaque fois on est tenté d'y croire. Selon ce qui nous est donné de voir actuellement, en fonction des informations dont on dispose, à la fois sur les travaux en cours sur le Stage 0 et sur les prototypes en eux-mêmes, sur lesquels d'ailleurs on revient tout à l'heure dans quelques instants, il semblerait donc que la fin du mois de mai soit bien plus probable. Avec comme à chaque fois les résultats de l'enquête menée par l'entreprise elle-même sur le précédent vol qui tarderont probablement à venir, puis pour ne pas déroger au rituel, une validation de la FAA. Ce qui est fort probable donc, c'est que ce 4e vol aura bien lieu vers la fin du mois de mai, sauf bien sûr imprévu de dernière minute. Alors même si entre chaque vol, les travaux paraissent moins importants et les procédures semblent plus fluides, plus rapides, il n'en reste pas moins que l'intégralité des différents sites de la Starbase sont en constante mutation, et cela pèse forcément dans la balance, à l'image de la reconfiguration de la ferme Airgol. Rappelez-vous, on en parlait mercredi dernier, la découpe du réservoir, initialement prévue pour stocker du méthane puis reconvertie en réservoir à eau, a commencé et se poursuit encore actuellement. Une fois la coque retirée, cette dernière a progressivement et méthodiquement été découpée. Puis la grue s'est attaquée au réservoir vertical lui-même, qui de la même façon a été hissé puis déposé un peu plus loin, afin de procéder également à sa mise au rebut, avec là aussi une découpe précise. La prochaine victime sera le réservoir vertical d'azote liquide qui, lui, on en parlait dans une vidéo qui date de quelques années maintenant, offre un espace entre sa coque de protection qui fait 12 mètres de large et le réservoir lui-même qui n'en fait que 9. Un espace qui a été comblé avec de la perlite, un isolant qu'il va falloir bien évidemment retirer. Une fois ces deux réservoirs enlevés, il restera encore un réservoir d'azote supplémentaire à extraire, ce qui fera un peu de place pour les innombrables évaporateurs livrés dernièrement. Enfin, il restera seulement 3 réservoirs verticaux dédiés à l'oxygène liquide qui probablement serviront encore pour le 4e vol à venir. Pour la suite, pour les prochains vols, il y a de fortes chances que ces derniers soient à leur tour mis au rebut, comme quoi les travaux sont loin d'être terminés. Un peu plus loin, au niveau du pas de tir, les bras de la tour ont été à nouveau sollicités,
Dans un énième exercice qu'on comprend aisément, puisque pour rappel un vérin des chopsticks avait été remplacé, le bras gauche a été actionné et s'est mis en mouvement sur la totalité de son amplitude d'ouverture, un mouvement qui semble tout à fait fluide. On parlait récemment des pièces changées au sein de la circonférence de la table orbitale, et notamment sur les pièces articulées supérieures des bras de support rétractable destinés aux 20 moteurs périphériques du booster. Pour rappel, ces pièces sont essentielles, puisqu'elles vont devoir supporter la totalité du poids du premier étage. Après avoir longtemps rempli leur fonction, il est donc normal que SpaceX, fort d'une multitude de données engrangées, ait procédé à leur mise à jour et donc à leur remplacement. De nouvelles pièces qui présentent par conséquent plusieurs changements, qui ont d'ailleurs été numérisées et ici détaillées par Ryan Hansen Space. La différence avec les pièces d'origine, c'est qu'elles bénéficient désormais de composants remplaçables, de protection améliorée et d'une masse supplémentaire allouée au pivot central pour induire un mouvement de pliage plus rapide lors de la rétraction. Et toujours sur le pas de tir, l'OLM, Orbital Launch Mount en anglais, continue de recevoir des mises à jour et notamment sur le même registre de la protection du matériel contre les flammes des Raptors, avec ici l'apparition d'une porte flambant neuve qui semble même avoir été redessinée, légèrement plus massive, plus trapue, bénéficiant apparemment de renforcement. Là aussi, il faudra voir si ce nouveau design tient le coup ou pas. Toujours est-il que cette porte a été testée à 2 reprises et qu'elle semble fonctionner parfaitement. Curieusement, le QD Arm, pour rappel le bras dédié au ravitaillement du 2e étage du Starship, est peut-être le rare dispositif du pas de tir à avoir été épargné par les travaux ces derniers temps. Est-ce qu'au final, les ingénieurs de SpaceX n'ont pas eu le temps de se consacrer à lui, en raison du chantier de la table orbitale, ou ont-ils estimé, au contraire, que les récentes améliorations apportées à celui-ci, encore tout récemment bardé d'échafaudage et constamment habité par de nombreux ouvriers, lui ont permis de faire ses preuves lors du 3e vol? Là aussi, cela pourrait faire l'objet de suppositions en tout genre et surtout donner lieu à quelques paris, et je vois déjà certains d'entre vous vous précipiter en commentaire pour faire vos jeux. Ça, c'est sûr que le travail, ce n'est pas ce qui manque du côté des équipes de SpaceX à Boca Chica, notamment à l'endroit de l'ancien parking démoli récemment pour laisser un peu de place pour ce qui sera le second pas de tir de cette Starbase. Je vous avoue qu'avec l'équipe du journal Starbase, surtout lorsque l'on suit chaque semaine l'avancée des travaux, nous sommes quelque peu dubitatifs. En effet, le parking à peine construit n'est déjà plus, et les machines désormais, comme sur le site de Massey, que nous visiterons en fin de vidéo d'ailleurs, s'appliquent à stabiliser le sol en retirant l'excédent d'eau, puisque ce terrain lagunaire, comme son nom l'indique, se comporte comme une éponge. Alors certes, je ne suis pas ingénieur, je ne travaille pas chez SpaceX, mais les plus techniciens d'entre vous savent très bien que la viabilisation du sol ici, à cet endroit précis du site de lancement, va être cruciale pour la suite des événements, notamment pour construire ce second pas de tir. Et c'est sans doute dans cette optique d'accélérer la viabilisation du sol que des centaines de camions remplis à ras-bord de terre sont venus déverser leur cargaison sur place. Au passage, durant le dernier survol de Mauricio, il semblerait que la bande récalcitrante de lagunes qui n'appartenait pas encore à SpaceX a désormais été avalée par la Starbase et ne devrait plus poser de problème. En effet, les ouvriers et des machines ont démoli récemment le mur d'enceinte qui délimitait cette zone. Et avant de continuer sur les différentes versions à venir des prototypes, un message rapide d'abord pour vous qui découvrez peut-être le journal de la Starbase. Merci de bien vous abonner à cette nouvelle chaîne, d'activer la cloche de notification et de mettre un pouce en l'air. Vous n'imaginez pas à quel point ces quelques clics sont importants pour soutenir le travail de l'équipe. Pour rappel, ce média est exclusivement consacré au programme Starship et si vous souhaitez vous tenir au courant des dernières avancées sur le développement de cette fusée hors norme, eh bien vous êtes au bon endroit. Allez, maintenant c'est l'heure du point prototype avec, vous allez le voir, un petit nouveau ou un ancien petit nouveau, je sais pas trop comment le dire. Bah oui, parce que c'est un prototype qu'on n'avait pas vu depuis un petit moment, ancien donc. Il était jusqu'à présent dissimulé avec le B12, le B11 et le B14 encore éparpillé dans le ventre du premier mégabé, à l'abri des regards indiscrets derrière la porte coulissante. Petit nouveau également, car le fameux B13, qui n'a jamais connu le grand frisson d'un lancement, a finalement décidé de s'échapper de sa prison dorée. Un prototype qui, si mes calculs savants sont bons, participera au 6e vol de la version numéro 1 du Starship. Bref, il est enfin sorti de son repère pour se poster sur un stand de transport afin d'aller rejoindre le site de Massey pour entamer sa campagne de test. Des tests cryogéniques au préalable, bien évidemment, qui nous permettront au passage de voir un peu les derniers réaménagements de l'un des sites les plus éloignés du complexe de la Starbase. On se rendra d'ailleurs sur place tout à l'heure. Allez, je sais que vous êtes tout particulièrement attentif au S-29, qui participera au 4e vol, donc le prochain, et qui devrait en principe venir amérir dans l'océan Indien, en faisant comme s'il allait être récupéré par une tour virtuelle, ceci afin de récupérer un maximum de données pour les prochaines tentatives. Un S-29 toujours dans le high bay, en compagnie du S-31,
et qui est en train de recevoir des soins particuliers depuis un bon bout de temps déjà. Une attention toute particulière est donc portée à son bouclier thermique qui au passage semble aux endroits sensibles, ici sur ces images au niveau de la section de sa porte cargo, voir le même procédé utilisé que sur sa coiffe. La surface paraît avoir été rendue plus rugueuse et les tuiles sont à la fois fixées et collées avec cette fois une colle particulière de couleur bleue. Affaire à suivre, mais juste pour le plaisir du jeu, je serais curieux de savoir combien d'entre vous pensent que le S29 va survivre à sa rentrée atmosphérique. Pronostic ouvert en commentaire. Et puisque nous sommes déjà sur le site de production pour ce point prototype, restons-y et déplaçons-nous seulement de quelques dizaines de mètres afin de rejoindre un autre hangar. En effet, les travaux à l'intérieur du second Mégabé se poursuivent avec cette fois-ci la construction d'un second stand d'installation moteur capturé ici par les caméras de l'Apadre. On voit la grue, en synchronisation avec les ouvriers, hisser un par un les pieds du stand pour les installer à leur emplacement respectif dans l'angle gauche du gigantesque hangar. Pour rappel, en ce moment même, le S30 est le seul prototype installé sur un stand moteur à l'intérieur du second Mégabé. Un privilège qui ne va pas longtemps en rester un. Notez qu'au passage, l'emplacement pour un troisième stand est prêt et que les pieds de celui-ci ne devraient pas tarder à être livrés. Non loin de là, la gigantesque pouponnière à prototype, la bien nommée Star Factory, a de plus en plus d'allure, avec désormais, après le coup de peinture passé sur son ossature, la pose de panneaux vitrés dans l'angle du bâtiment, ce qui permettra d'avoir tout de même quelques beaux aperçus des chaînes de production, et notamment de nuit, lorsque l'usine à prototype sera éclairée de l'intérieur. Si l'on regarde la structure sous un autre angle, depuis les airs, on s'aperçoit, grâce au travail en cours sur le toit, que la Star Factory sera bientôt d'un sol tenant. Idem ici avec ses fondations en cours qui feront que la Star Factory sera en très grande proximité, pour ne pas dire carrément collée, au second Mégabé. Rendons-nous à présent sur le site de Massey. Là-bas, les équipes de What About It se sont penchées sur le QD Arm de l'ancien stand du pas de tir suborbital A, qui pour rappel avait été retiré en décembre dernier. Eh bien, il semblerait bien que ce soit le même que nous retrouvons ici sur ce site, avec quelques améliorations tout de même, qui lui permettent de reculer et d'avancer, ou de se déplacer de gauche à droite grâce à un dispositif de rails et de vérins installé à sa base. Le chantier du déviateur de flammes se poursuit grâce au récent survol de Mauricio pour la chaîne RGB Aerial Photography. Nous pouvons apercevoir les travaux dans le fond de la fosse avec ce large tuyau ici logé dans une tranchée qui sera probablement à terme recouverte. Au vu du diamètre de ce dernier, il y a de fortes chances qu'il soit dédié à l'alimentation en eau du déluge qui sera greffé à la structure même du déviateur de flammes. D'ailleurs, quand on dézoome, on peut retracer tout de suite son parcours et voir qu'il est raccordé directement au parc de réservoirs à eau adjacent. Chrome Kiwi, qui suit le chantier de près, a de nouveau frappé en sortant de sa manche plusieurs illustrations dont il a le secret, afin de nous rendre plus lisible le tracé des travaux. Mais poursuivons, avec sur la gauche de votre écran, ce réservoir vertical que l'on soupçonne d'être destiné à de l'azote liquide et qui semble être raccordé via des échangeurs de chaleur au réservoir à eau du déluge de Massey. Bon, affaire à suivre bien évidemment, puisque nous n'en sommes qu'au début du chantier. Il se peut qu'il y ait encore à terme d'autres changements. Nous vous tiendrons bien sûr informés. Et voilà les terriens, encore un grand merci pour votre présence, votre vigilance, votre œil de lynx, fort utile ma foi, surtout le samedi soir et malgré vos agendas très chargés de la semaine, donc encore un grand merci. Et comme d'habitude, vous connaissez ma petite ritournelle de fin de vidéo, à savoir, avant de reprendre une vie normale, s'il vous plaît, veuillez vous abonner, activer la cloche de notification et faire briller le pouce en l'air de YouTube. Vous retrouverez bien sûr Quentin dès lundi prochain pour de la pure culture spatiale. A très bientôt les terriens.